La réflexion a été inspirée de plusieurs activités de réflexion que j'ai menées, également des activités de consultation que j'ai menées dans plusieurs pays africains. Et dans ces pays, je me suis rendu compte que les coopératives ne fonctionnaient pas de façon idéale. Elles auraient pu améliorer davantage les conditions de vie et de travail de leurs membres, mais pour diverses raisons, elles n'ont pas réussi à le faire. Et donc du coup, dans mon travail, j'essaie d'expliquer quelles conditions peuvent être mises en place justement pour que les coopératives soient plus opérationnelles, qu'elles fonctionnent plus adéquatement et qu'elles apportent des réponses plus opérationnelles pour leurs membres. Les coopératives existent en Afrique par le biais de la colonisation, ça il faut le dire déjà. Et j'aime bien parler de coopératives dans la forme moderne, parce qu'il faut dire également qu'on a eu des coopératives qui ont existé en Afrique avant l'arrivée du colon, mais qui ne portent pas exactement l'appellation coopérative, qui est plutôt une appellation qui est importée de l'Occident. Donc avant l'Occident, il y avait des formes de coopération. On se mettait ensemble pour travailler ensemble dans le but d'améliorer les conditions de tous les participants au projet. Donc le colon est arrivé et a proposé sa forme de coopération à lui, avec des règles et des principes qui allaient avec. Donc ça a mal fonctionné pendant la colonisation parce que justement c'était instrumentalisé par le colon, simplement dans le but de récolter les produits de rente et les acheminer vers la métropole. Et malheureusement aussi, les nouveaux États indépendants ont recopié le modèle du colon au lendemain des indépendances. Et ce modèle continue à nous suivre jusque maintenant. Et le but est de voir dans quelle mesure on pourrait réfléchir et redéfinir la coopérative en prenant en compte non seulement notre vécu à nous, notre culture, et également notre façon de travailler et de coopérer. Alors, si les coopératives ne marchent pas, c'est des conditions qui sont en même temps endogènes et exogènes qui n'ont pas été respectées. Les conditions endogènes concernent les coopératives elles-mêmes. Les coopératives, généralement, lorsqu'elles veulent se créer, elles se lèvent un matin, les membres se lèvent un matin, ils vont faire des statuts et vont s'enregistrer immédiatement. Or, pour créer une entreprise, c'est classique. On doit faire une réflexion préalable. La coopérative est créée pour apporter des réponses à des besoins des membres. Et les besoins, il faut déjà les identifier. Il faut également faire des plans d'affaires pour voir si le projet est rentable. Et enfin, ce n'est qu'après qu'on pourra imaginer et penser à aller s'enregistrer. Donc généralement, les coopératives s'enregistrent immédiatement sans faire un travail de réflexion préalable. Ça, c'est premièrement. Ensuite, on remarque que dans la plupart des cas, elles se créent également pour profiter des subventions proposées par l'État ou des partenaires étrangers. Et donc, du coup, elles passent outre leur but qui est de répondre aux besoins des membres et recherchent simplement ce financement-là pour se partager entre les initiateurs et s'arrêter là. Donc du coup, on a beaucoup de coopératives mortes-nées qui existent, mais qui finalement n'apportent pas de réponse concrète, étant simplement des projets pour enrichir des besoins égoïstes. Après, il y a également des conditions exogènes qui nous renvoient ici au rôle de l'État. L'État est censé faire la législation, définir la politique publique de promotion des coopératives. Dans notre cas, pour le moment, on peut dire qu'il a fait son travail d'apporter la loi. La loi existe. Elle règle les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des coopératives. Mais relativement maintenant aux politiques publiques, on peut remarquer qu'il y a des défaillances. L'État ne joue pas pleinement son rôle d'accompagnement des coopératives. Et donc parfois on se rend compte que les subventions qu'il fournit aux coopératives auraient pu être utilisées différemment. Nous on propose par exemple pas remettre directement l'argent aux coopératives en main propre, mais de financer des projets qui peuvent aider à structurer les coopératives. Par exemple des projets de formation, ou mettre en place un fonds de financement pour les coopératives qui ont besoin de se faire financer pour développer leurs activités, ou alors mettre en place d'autres services. Ça peut être des services de règlement des conflits et bien d'autres encore, dans l'intérêt justement de leur promotion. Les coopérateurs ont leur part de responsabilité dans cette manque d'efficacité des coopératives et l'État également a une partition à jouer. Et en conclusion, ce qu'on peut dire également, c'est que dans la collaboration entre l'État et les coopératives, il y a une grosse défaillance. Dans notre système, contrairement à d'autres systèmes, il n'y a pas un acteur unique qui représente le mouvement coopératif au niveau national, ce qu'on peut appeler la fédération ou la confédération nationale des coopératives. Par des
pas des besoins égoïstes également. On a plusieurs confédérations et donc du coup, l'État n'a pas un interlocuteur unique avec qui il pourrait discuter de l'avenir des coopératives. Et donc du coup, quand il faut dialoguer avec elles, il ne les invite pas et il travaille seul parce que justement, il n'a pas un interlocuteur légitime avec qui il pourrait discuter de leur avenir. Là, il serait difficile de répondre à la question de savoir quelle est la part de l'État. Parce que généralement, les financements que l'État apporte ne sont pas chiffrés, ne sont pas centralisés. Il y a des projets épars dans les différents ministères avec lesquels les coopératives travaillent. Et donc, du coup, il serait difficile de faire une computation et une comptabilité pour savoir exactement ce que l'État apporte. Or, on aurait pu justement imaginer qu'il y ait un ministère de tutelle des coopératives qui puisse justement recenser tous les chiffres de l'apport de l'État aux coopératives, qu'on puisse pouvoir analyser cela et faire des propositions là-dessus. Mais là, vous verrez qu'il y a le ministère des pêches et de l'élevage qui va sûrement appuyer les coopératives à travers divers projets. Le MINADER également fera des choses. Le ministère de l'Habitat fera des choses pour les coopératives d'habitat. Le ministère de la Femme pour les coopératives féminines. Et après, on est perdu. Donc, il n'y a pas une cohésion gouvernementale pour savoir exactement quelle est la part de l'État dans le développement des coopératives. Des idées avaient fusé à un moment donné de confier au ministère des Petites et Moyennes Entreprises le soin de centraliser les efforts de promotion des coopératives. Peut-être pour des raisons politiques ou autres, l'idée n'a pas prospéré dans le cas du Cameroun. Parce que ça reste quand même incongru dans beaucoup de pays africains que le ministère de l'Agriculture continue à assurer la tutelle des coopératives alors que les coopératives peuvent avoir des activités dans tous les domaines de la vie humaine. J'imagine un peu une coopérative financière qui va se faire immatriculer au ministère de l'Agriculture alors qu'elle n'a rien à voir avec l'agriculture. Une coopérative de santé qui va se faire enregistrer, immatriculer au ministère de l'Agriculture alors que l'activité qu'elle va mener n'a rien à voir avec l'agriculture. Donc, dans l'esprit du législateur de l'OADA, il avait été proposé un ministère neutre. Et ça pouvait bien être le ministère des Petites et Moyennes Entreprises dans le contexte du Cameroun. Alors, peut-être parce que l'État manque de vision par rapport à la promotion des coopératives. Je pense que l'État lui-même mérite d'être formé par rapport à ce que valent les coopératives. Dans beaucoup de pays, justement, des formations de ce genre existent. Et même dans ces pays, nous avons proposé des formations pour accompagner les fonctionnaires en charge de la promotion des coopératives. Et pour des raisons politiques ou bien pour des raisons inavouées, les projets n'ont pas prospéré. Donc nous étions allés voir les acteurs, les fonctionnaires au plus haut niveau en charge des coopératives au ministère de l'Agriculture pour donc proposer un séminaire de réflexion avec eux. Sur le coup, le ministre avait été d'accord, mais après le projet a été stoppé par des manœuvres que je ne saurais expliquer. Donc nous, on a bien voulu faire un effort justement d'accompagner le ministère pour mieux comprendre comment les coopératives peuvent aider à développer le Cameroun. Mais justement, le projet a bien été accueilli par la plus haute autorité, mais malheureusement, il n'a jamais pu prospérer parce que le financement qu'il avait proposé pour le suivi du projet n'a pas été décaissé. Les coopératives ont beaucoup de sens. Je prendrai un seul exemple pour dire en quoi elles sont même plus importantes que les sociétés commerciales classiques. Lors de la crise de 2008 que le monde entier a connue, les coopératives ont été les plus résilientes. On a remarqué beaucoup de chutes dans les banques classiques, mais les banques coopératives au niveau mondial ont été les plus résilientes. Rabobank a plus de 25 milliards de réserves par exemple, ce que beaucoup d'autres sociétés commerciales ou bancaires n'ont pas. Les coopératives font beaucoup de réserves et les réserves qu'elles font justement contribuent à assurer leur résilience. Les coopératives font beaucoup de réserves et la réserve contribue à assurer leur résilience. Autre chose également, les coopératives sont logées sur des territoires. Elles ne sont pas délocalisables. C'est un néologisme. Donc, si l'herbe n'est pas verte ici, elles n'iront pas ailleurs. Elles vont rester sur place et trouver des solutions pour rendre l'herbe verte pour tout le monde. Là où justement l'investisseur classique s'évadera pour aller là où il trouvera mieux. Donc, la coopérative, c'est plutôt l'avenir. C'est plutôt l'avenir. Parce que justement, la coopérative est née de la crise. La coopérative est née de la crise. Et tant qu'il y aura de la crise, elle sera toujours présente et disponible pour apporter son potentiel pour justement résoudre ces crises-là.
Un auteur définit la coopérative comme étant la fille de la misère et de la pauvreté. Un auteur français, Charles Gide. Il dit la coopérative est la fille de la misère et de la pauvreté. Et donc justement, chaque fois qu'il y aura de la crise, et les crises on en connaît jusqu'à maintenant, on a une crise sanitaire qui nous frappe le monde en ce moment, avec la Covid-19. Dans beaucoup de pays, c'est grâce aux coopératives que les gens réussissent à trouver des solutions. Parce que justement, on peut se mettre ensemble, on peut mutualiser des efforts et trouver des solutions collectives pour résoudre ces problèmes. Les conditions, on va les rappeler encore un peu, on en a parlé dans les précédentes questions. Les conditions sont essentiellement donc de deux sortes, les conditions endogènes et des conditions exogènes. Les personnes qui veulent créer une coopérative doivent suivre un nombre d'étapes bien précis. Contrairement à ce qu'elles font maintenant, comme j'ai tantôt dit, elles vont simplement immatriculer la coopérative au lieu de faire une réflexion préalable sur qu'est-ce qui nous réunit autour de la coopérative. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre autour de la coopérative? Donc, si on définit les besoins, quels sont les moyens qu'on met en place pour satisfaire les besoins? Et donc, quand les chiffres montent le plus souvent, ils se découragent et ils bricolent en ayant demandé les financements à l'État ou alors en trouvant d'autres moyens de faire le projet. Et c'est justement là où la société commerciale classique est plus opérationnelle. Les porteurs du projet savent que c'est à eux de mettre de l'argent pour créer leur entreprise. Or, dans la coopérative, généralement, on a toujours en idée que c'est une structure de villageois, de personnes pauvres, alors qu'elle peut être très moderne et même plus moderne que la société commerciale et avoir des activités même internationales. Donc, il y a ces conditions-là à respecter. Il faut que ceux qui créent la coopérative se rendent compte qu'il y a un travail à faire, un travail de préparation, un travail de réflexion, un travail de suivi. Et ensuite, pendant la vie de la coopérative également, il faut respecter les lois. Des coopératives qui vivent pendant 10-15 ans sans faire l'assemblée générale ne peuvent pas aller loin, parce que justement, il n'y a pas de partage d'informations entre les membres. Les membres ne décident pas de l'avenir de leur société. Donc il faut respecter les règles minimales d'animation et de vie de la coopérative, ce qui très souvent n'existe pas, parce qu'il n'y a même pas un suivi qui est fait par l'État, qui est supposé avoir un contrôle sur les coopératives. Il le fait, mais parfois il le fait maladroitement. Pas forcément consciemment, mais parfois également inconsciemment. Donc ça, c'est pour les conditions qui concernent les coopératives. L'État doit avoir une partition également. Il doit s'asseoir avec les coopératives et discuter avec elles de comment améliorer le système, comment améliorer leur travail, comment améliorer leur environnement. Or, très souvent, l'État impose les règles. Au lieu de coopérer, de collaborer avec les dirigeants, il impose des règles. Déjà, par la loi, on aurait pu régler beaucoup de questions. Il y a des pays où il existe une seule coopérative fêtière nationale de par la loi, qui représente le mouvement coopératif national. Or, dans l'acte uniforme de l'OHADA, le législateur est resté ouvert. On peut créer autant de confédérations qu'on veut, et du coup, après, il n'y a pas un seul acteur qui est capable de dire c'est moi qui est le porte-parole du mouvement coopératif au niveau national. Et donc, cela pose un problème. C'est des failles qu'on peut corriger dans la loi. Et ici, j'ai pour le cas de Madagascar, qui l'a inscrit dans sa loi, le cas du Maroc, qui l'a inscrit dans sa loi, qu'il faudrait qu'à la fin du processus des fêtières ou de fédéralisme coopératif, qu'on ait une seule structure fêtière au niveau national. Donc, c'est des aspects qu'on peut corriger dans la loi. Il en est de même des questions fiscales. Nous avons une loi coopérative, mais on ne clarifie pas la question fiscale des coopératives. Donc, du coup, c'est géré à l'humeur des administrateurs fiscaux qui, après, appliquent ce qu'ils veulent selon leur bon vouloir. Donc, autant de choses qu'on peut clarifier avec la loi et que tout le monde sache exactement ce à quoi il s'attend s'il fait telle ou telle activité. Et pour revenir encore sur la question de la subvention, il nous semble, et c'est discutable mon opinion peut-être, c'est que les subventions sont accordées de façon subjective. Il n'écrit nulle part les conditions qu'il faut remplir pour avoir la subvention. Les conditions objectives à remplir pour avoir la subvention. Très souvent, c'est des projets, ça peut être objectif, mais là, c'est encore discutable. Et quand c'est l'État lui-même, on apprend seulement que tel a eu une subvention, un financement, sans savoir exactement par quel circuit c'est passé. Il aurait été plus logique et plus ordonné, à notre avis, de dire, voilà, voici les conditions à remplir pour avoir tel financement, pour en faire ceci ou cela, et voici comment on rendra compte de ce qu'on en a fait. Parce qu'après, il faut également faire un reporting et rendre compte de ce financement-là. Après tout, c'est l'argent du contribuable camerounais. La
coopérative a un brillant avenir au Cameroun, dans tous les secteurs. Je vais prendre un seul exemple dans le domaine de la santé. Le Cameroun réfléchit actuellement sur comment mettre en place la couverture maladie universelle. Je ne sais pas à quel niveau se trouve le projet pour le moment, mais d'après ma réflexion, si on part du principe qu'on a 90% ou un peu moins, ou un peu plus de secteurs informels, on peut se demander logiquement comment est-ce qu'eux ils vont contribuer à partir du moment où ils ne sont intégrés dans aucune structure. Alors, s'ils sont membres de coopératives pour la plupart, les coopératives dans lesquelles ils travaillent peuvent être des relais justement du système de santé universel pour ramener les cotisations des acteurs des coopératives dans la caisse de maladie nationale. Donc les coopératives peuvent jouer un rôle très important, il me semble, à ce niveau-là, pour faire le tremplin justement entre ceux qui n'ont pas un travail formel et qui sont membres des coopératives justement et le système de santé publique. De ce point de vue, il y a un avenir réel. Par le passé, on avait des coopératives dans des écoles. Ça existe très peu aujourd'hui. Or, la coopérative est une école d'émancipation, une école où on apprend des valeurs de transparence, des valeurs d'altruisme, des valeurs de solidarité, des valeurs de partage. On aurait pu conserver des coopératives à l'école pour justement aider la jeune génération à apprendre à travailler, à vivre ensemble. Le vivre ensemble revient dans tous les débats aujourd'hui. La coopérative aurait pu être justement un exemple de vivre ensemble déjà au niveau de l'école. Dans beaucoup de pays occidentaux, les coopératives scolaires et universitaires jouent un rôle très important. Il y a COPSC au Canada, par exemple, qui est la Fédération nationale des coopératives à l'école et qui réunit beaucoup de coopératives dans les différentes écoles et universités. Ils peuvent mutualiser, par exemple, le service de photocopie et bien d'autres services qu'au logement et au partage de voitures pour justement améliorer les conditions d'études dans les écoles et les universités. Si on a la même chose chez nous, on verra que même dans les écoles et les universités, les coopératives pourront jouer un rôle très important. Ça peut aller au secteur de la consommation, au secteur de l'habitat, au secteur des fournitures de services et autres. Dans tous les secteurs, les coopératives peuvent avoir un rôle à jouer. Et à mon avis, si nos pays veulent se développer, pas seulement le Cameroun, mais les pays africains, c'est par la coopérative qu'on devrait commencer. Je remercie Naya Thierry.